sais pas, j'étais sous la douche et j'étais en train de trembler en me disant, mais punaise, ça y est, en fait, on attend toute une carrière pour une médaille comme ça. Et je sais pas, j'étais en même temps, je tremblais, en même temps, je pleurais, mais en même temps, je souriais bêtement. Enfin, c'est assez. C'est la première fois que je parle de ça d'ailleurs, je crois que je l'ai dit à personne. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Ryder. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien, on est avec Isaline Saget-Weider, c'est ça ? J'ai bien prononcé ? Très bien, très bien. Ouais, bon cool. démarrage. Cool, bon démarrage. Donc, bienvenue Isaline, on vient déjà de t'entendre. Je te laisse peut-être dire bonjour aux auditeurs, aux auditrices. Bonjour à tous, je suis très ravie d'être ici. Et elle vient de me dire que j'étais son crash test de podcast. Et pas facile à dire crash test, tu vois, si on le dit trop vite. Donc, ravi de te faire découvrir le monde du podcast. Mais avant de te laisser la parole et de nous expliquer un petit peu quel est ton parcours et ce qui t'a amené à faire du volley, ce qui t'a amené dans les plus hautes sphères du volley féminin et ce qui t'attend demain après ta carrière de sportive. On va commencer par le classique portrait chinois. Si je te dis un mot, tu me diras ce qui te vient à l'esprit. Donc là, on va démarrer par la première question. Si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Kinsheim. Kinsheim, c'est mon village d'enfance. D'accord. C'est sur la route des vins d'Alsace, à environ 15-20 minutes de Colmar. Et c'est un petit village très pittoresque. Alors moi, j'ai grandi là-bas, donc pour moi, c'était simplement mon village, rien de particulier. Et en fait, à chaque fois que j'y retourne, je réalise à quel point c'est un endroit magique. C'est un village qui a des remparts autour et quand on rentre dans le village, on a l'impression de rentrer dans une forteresse. Donc, je fais mon petit point touristique pour ceux qui veulent aller visiter ce magnifique village dans la vallée de Kaysersberg, à côté de Colmar. Ok, Voilà. on mettra les liens dans les notes du podcast au cas où il y en a qui veulent faire, qui veulent faire une petite halte, une petite visite dans ton village pour faire un pèlerinage. Voilà. Ok. Deuxième question, si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ? Plutôt salé. Ah, et ça serait ? Comme ça, je dirais le bretzel d'Alsace. Ok, J'aime bien. d'accord. On est toujours Pas dans du le tout guide touristique. Pas du tout chauvine. C'est clair. Ok, très bien. Ça, J'attaque direct avec le bon côté chauvin. ouais. Bon, par contre, est-ce qu'on peut dire aux gens que tu es dans le sud-ouest là actuellement et comme ça, boum, ça Voilà. casse un petit peu le truc de... Il n'y a pas que l'Est Je qui suis compte. une amoureuse de la France, donc Voilà, ok. je suis de toutes les régions de France. C'est bon ça. Si je te demande en troisième question, une passion et ou un passe-temps, parce que des fois ça peut être un peu différent. Alors, j'aime l'écriture. Mhm. Je me suis découvert, enfin ça fait quelques années que j'aime beaucoup, mais j'osais pas trop et depuis peu c'est devenu un vrai passe-temps passion, D'accord. je dirais. Et j'aime aussi, alors c'est un petit peu, c'est pas réellement une passion, mais enfin j'aime bien peindre aussi et Ah, l'art et l'architecture aussi. oula. J'aime beaucoup me promener. Enfin, j'adore l'architecture, surtout dans tous les villages de France qu'on peut découvrir. Je passe autant de temps à visiter un village en errant dans les rues que enfin, il y a que ça qui m'intéresse quand je vais visiter plein de petits endroits de France. C'est beau ce que tu viens de faire parce que tu viens de casser le mythe du sportif bourrin et j'aime bien ça, tu vois, de dire il y a une vie après le sport et on peut aussi avoir un côté émotionnel et autres, le côté artiste tout en étant sportif, ça marche aussi. Chouette! C'est cool, hein, tu vois. Une dernière question du portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui t'a inspiré, t'inspire à compte, tu me parlerais de qui ?
quand j'ai démarré le volley, j'étais fascinée par la fameuse Victoria Rava. Mhm. Donc, ça paraît assez classique pour ma génération, mais voilà, j'étais fascinée par elle, par ce qu'elle représentait, par sa fidélité qu'elle avait au Racing Club de Cannes, par son côté très humble et par son accessibilité. Donc, bah, j'ai pris le même numéro qu'elle, je voulais attaquer comme elle. Je l'ai jamais fait aussi bien, mais j'avais vraiment envie de devenir spécialiste de son attaque, l'attaque basket. Ok. Et après coup, plus tard, c'était marrant parce que quand j'ai joué à Cannes, bah, je pouvais la croiser. J'avais toujours un peu j'essayais de paraître hyper normal, mais j'avais toujours un petit peu cette fascination pour elle. Et après, un personnage j'admire, je pense, de plus en plus, c'est la coach qui m'a formée, Magali Magay, qui est manager du volley Mulhouse Alsace actuellement. Mhm. Et que je connais depuis que j'ai 14 ans, je dirais. Et on est passé par toutes les étapes dans notre relation, mais aujourd'hui, je l'admire énormément parce que ça a été une des, une des premières coachs femmes. Et je parle de ça il y a 20 ans. Et il y en avait très, très, très peu. Il y en a toujours peu, mais là, il y en avait quasiment pas. Et elle a dû redoubler d'efforts et en faire toujours plus que les autres pour arriver à être considérée. Et en fait, c'est devenu un peu un exemple pour moi. Donc, je suis très heureuse de pouvoir rentrer chez moi au volet Mulhouse Alsace et pouvoir travailler, faire plein de projets avec elle parce que je suis très admirative d'elle. Voilà. Ok, et on va effectivement parler du fait que sur cette saison qui arrive, tu vas, et puis quand le podcast sera diffusé, la saison aura pratiquement débuté, on sera fin septembre, quelque chose comme ça. Donc bah, tu seras dans ton club on va dire d'origine, mais je vais rien révéler, Mhm. je vais te laisser raconter. J'ai une série de 3 questions qui vont faire D'accord. appel pour 2 d'entre elles à tes souvenirs. Si je te demande un souvenir de sport que tu as vécu en tant que spectatrice, ça peut être j'étais devant la télé ou j'ai été à un match, mais voilà, un souvenir qui te vient comme ça à l'esprit. C'est pas forcément le plus marquant, c'est celui qui te vient là et qui parle de sport. Alors, c'est très étonnant hein, parce que Mhm. je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui suit le football. Enfin, Mhm. c'était pas quelque chose qui m'attire. Mais quand j'avais 10 ans et qu'il y a eu la Coupe du Monde en 1998, j'étais en vacances avec mes grands-parents dans le Gers. On était au restaurant et je suis restée debout devant la télé. J'étais fan de Fabien Barthez, vraiment, j'étais fan. Et ma petite sœur à côté de 4 ans qui était fan de Emmanuel Petit. Ah, Et quand ils ont gagné, c'était incroyable. J'ai ce souvenir-là quand j'avais 10 ans et c'était quelque chose d'incroyable, cette Coupe du Monde 98. Et voilà, c'est le souvenir qui me marque. ok, ok, c'est beau parce que je trouve que effectivement ce que tu viens de résumer, c'est de dire j'étais pas forcément fan de foot, mais c'est la force du sport. Si tu prends certains anciens, j'ai un peu plus anciens que nous, ils vont te parler de quand Yannick Noah a gagné, les gens se souviennent où ils étaient, et ainsi de suite. Enfin bref, je trouve cette force dans le sport qui n'existe dans pas grand-chose d'autre, on va dire, hein. C'est vrai. Si tu devais me parler d'un souvenir de sport, cette fois en tant qu'actrice, toi, un moment de sport voilà, qui reste dans ta mémoire et quand on le réactive, c'est un des premiers qui revient comme ça. C'était lors d'une qualification au championnat d'Europe alors je sais jamais si c'était 2014 ou 2015, On t'en voudra mais pas. voilà. Donc c'était avec Magali Magaye, l'équipe de France. On était en Israël. On devait gagner nos 2 matchs 3-0 pour espérer continuer. On l'a fait et c'est la première fois que j'ai été capitaine sur le terrain. Et c'était en fait, on a renversé une situation qui était improbable et ça nous permettait de continuer dans la qualification. Et c'est pas quelque chose, c'était une compétition minime quand on y pense, mais à ce moment-là, on a vraiment renversé une situation dans des conditions en plus de vie qu'on avait là-bas. Enfin, on avait l'impression d'être dans une espèce de prison, tout le monde était malade, on dormait sur enfin, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on échoue et on a réussi. Et je sais pas, j'ai ce flash de ce moment où je vais à un match où tout fonctionne et puis à un moment la capitaine sort du terrain et puis l'arbitre demande qui est la capitaine et puis elle me dit, et c'était la première fois et j'ai ce flash et ça m'a transcendé encore plus et je sais pas, ce moment c'était assez fou. Ok. Tu Sachant ressens. que j'avais, ouais, je ressens un peu cette émotion, sachant que
C'était la première fois où je sentais qu'elle me faisait vraiment confiance alors que ça faisait plus de 10 ans qu'elle m'entraînait et donc c'était assez particulier. C'était comme si ça y est, j'étais plus son poulain, j'étais arrivée à la maturité et je pouvais endosser ce rôle. Ok. Donc c'était assez particulier. Et en termes d'entourage familial, tu as grandi dans un entourage avec d'autres sportifs de haut niveau, les parents, frères ou d'autres sportifs, en tout cas, même si c'est pas haut niveau, ou tu es peut-être la seule, et ça arrive dans certaines familles, dans certaines personnes que j'interviewe, à faire du sport. Alors ma mère était prof de PS, D'accord. déjà Ok, voilà. ça place les Et choses. elle a joué au volleyball à haut niveau, mais c'était pas pro en fait. C'était de la Nationale 1. Elle s'entraînait 2 fois, maximum 3 fois par semaine, mais c'était le plus haut niveau qui existait. Ok. Assez jeune parce qu'après, voilà, avec les enfants et tout, c'était Mm. plus compatible et le boulot. Et mon père faisait énormément d'athlétisme. Mhm. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé assez tard le volley et j'ai touché un peu à toutes les disciplines et depuis toute petite je voulais être prof de PS comme ma maman. Pour moi c'était clair et net. Je savais ce que je voulais faire toute petite. Je le savais déjà. Je savais même pas qu'on pouvait être sportif pro, mais en tout cas je voulais être prof de PS parce que j'étais hyper active et je faisais 1 million de sports en même temps et donc voilà. Après, mon grand frère faisait du basket en centre de formation. D'accord. Mais Ouais. bon, après, il a arrêté parce que voilà, il travaillait et puis il était trop fragile physiquement pour aller plus haut que la Nationale 2, ce qui était déjà un Oui, bon niveau pour l'époque. oui, oui, c'est clair. Et après, mes frères et sœurs, ils ont tous fait un petit peu de volley, mais comme ça, pour rigoler. Et voilà, eux, c'est plus le volet un peu à côté. Mon petit frère fait plutôt beaucoup de vélo, de course à pied. Et voilà, je suis la seule qui fait du haut niveau, mais on a toujours été relativement tous sportifs dans la famille. Ok, très bien. Bah, merci pour on va dire cette présentation, ce patchwork d'éléments comme ça qui viennent faire en sorte qu'on apprenne à mieux te connaître. Donc, j'avais pas reçu de volleyeur, j'ai reçu pour le dernier épisode de la saison Hubert Hainaut, et là tu es la première volleyeuse, et donc tu as la chance d'être la première volleyeuse, et en plus une volleyeuse internationale. Alors moi, à titre personnel, quand on dit volleyeuse, j'ai tout de suite dans ma tête Jeanne et Serge. Je sais pas si c'est un truc pareil qui a. Je suis un petit peu plus vieux que toi. Je sais pas si tu diras ton âge. Moi, je me permets pas de dire l'âge des dames. J'étais bien élevé. Euh, mais voilà. Enfin, en tout cas, sur le volley, j'ai cette référence-là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous expliquer un petit peu ce qui t'a amené au volley, parce que j'ai cru lire que tu étais arrivé un peu sur le tard, si on peut dire, et tu as fait d'autres sports avant, donc peut-être nous expliquer un petit peu les autres sports et ce qui t'a amené vers le volley, et puis ensuite je te laisserai dérouler un petit peu ta carrière, nous expliquer un petit peu les hauts et les bas comme dans toute carrière sportive, pardon. Bah, tout simplement, ma maman. Il y a le pôle espoir de Mulhouse qui a ouvert mon année de troisième, donc quand j'avais 14 ans, Ouais. à Mulhouse, donc pas très loin de mon village natal. Et ma maman, elle m'a dit, bon, maintenant, tu as fait à peu près tous les sports qui existent. Et à chaque fois, à la fin de la saison, tu changeais de discipline parce que tu t'ennuyais, parce que c'était trop simple, Et c'est vrai que je changeais énormément parce que je m'ennuyais avec les filles de mon âge. Et j'arrivais pas à trouver vraiment le sport qui me convenait. Mais par contre, j'aimais déjà l'esprit collectif, ça c'est évident. Donc elle m'a dit, bon, le pôle espoir ouvre, je t'ai pas embêté jusque-là, maintenant, c'est pas parce que j'ai fait du volley, mais maintenant j'aimerais bien que tu viennes, que, que tu fasses les essais, parce que j'allais avec elle au lycée, quand elle enseignait l'UNSS, j'allais quand même faire du volley tous les mercredis, dès qu'il y avait l'UNSS au collège, je rajoutais toujours le volley à toutes mes activités, quoi. Ouais, donc Et c'est pas débuter à 14 ans, mais c'est oui, officiellement mettre les mains à oui, 14 ans. voilà, j'avais pas de licence, Ouais. je faisais ça à côté parce que j'aimais bien, mais je cherchais pas à me perfectionner particulièrement. Et donc, je suis allée faire les tests d'entrée au Pôle Espoir. Euh, c'est vrai que j'avais comme on appelle, le profil, le potentiel sportif assez grande, assez élancé, le profil type qu'on recherche. Alors, c'était horrible ces journées de test parce qu'il y avait des filles qui jouaient déjà en club depuis une dizaine d'années. Il fallait servir dans des zones. Moi, je savais pas en dessous. Enfin, c'était n'importe quoi. Je me sentais vraiment nulle. Je me demandais ce que je faisais là. Et puis finalement, après,
après la journée de test, ben voilà, ils m'ont proposé de venir d'abord le mercredi, comme j'étais encore dans mon village. À l'époque, on pouvait pas encore aller avant le lycée à l'internat. Mhm. Et donc, je venais tous les mercredis au Pôle Espoir. Et pareil, je me sentais un petit peu décalée. Les filles étaient très, très fortes techniquement. Et moi, j'étais un peu la grande, la grande un peu nulle. Et puis, il y a beaucoup de jalousie à cet âge-là aussi, Oui, parce que oui. les autres sont plus petites mais meilleures. Et voilà. Et finalement, après, j'ai été appelée sur une détection nationale jeune. Et j'ai rencontré une coach qui, bah, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de coachs femmes. C'était aussi une des rares coachs qui m'a convaincue en très peu de temps après la détection de rentrer au Pôle Espoir. Parce que moi, je voulais pas partir de mon village, je voulais pas laisser ma famille. Ah, je me doute. Et elle m'a convaincue, voilà, que j'allais vivre des émotions que je vivrais jamais ailleurs, que j'allais voyager, que j'allais grandir plus vite que les autres, que j'allais vivre. Elle m'a vraiment beaucoup parlé d'émotions Mhm. et que ça serait bien aussi de m'échapper un peu de chez moi, parce qu'il y a peut-être un peu de conflit à ce moment-là, que ça serait un échappatoire aussi. Et elle a réussi à me convaincre assez vite. Alors c'est marrant parce qu'elle aussi est sur Mulhouse, donc je vais retrouver vraiment toutes ces personnes. Et voilà, et c'était parti en seconde pour le pôle espoir de Mulhouse à D'accord, donc l'internat. là, Et là, tu quittes le cocon familial pour aller c'est en ça, internat. voilà. Ok. Pour aller à l'internat, donc sport-études, tout bien organisé. Donc la première année, c'est top. L'année de seconde, rapidement, bah, toutes les filles deviennent mes copines. On est dans les chambres de quatre. On vit, voilà, on vit volley. On est tout en jogging. On pense qu'au volley, à s'amuser, à faire nos études et tout est très très bien organisé. On est vraiment comme dans une bulle et tout va très très vite en fait. Tout rapidement, bah, toutes les périodes de vacances, bah, je suis appelée pour les équipes nationales jeunes. En fait, du jour au lendemain, je rentre quasiment plus chez moi parce que bah, le week-end, à ce moment-là, je jouais encore à Colmar, donc je rentrais le week-end, mais je m'entraînais pas avec l'équipe. Donc, il y avait beaucoup d'adultes Oui, à l'époque, donc c'était assez conflictuel aussi parce que le deal avec les coachs en club, qu'ils nous fassent jouer le week-end. oui. Donc, je prenais la place d'adultes qui étaient là depuis longtemps et je m'entraînais. Je connaissais pas bien les filles. Ensuite, les vacances, quand il n'y avait pas le pôle espoir, ben je partais en équipe nationale mini, enfin cadette, puis minime. Donc tout s'est vraiment enchaîné très vite, trop vite peut-être. Mais la première année, en fait, j'ai explosé. Comme je partais de zéro, j'ai tout appris, ça allait très très vite. Et pourquoi tu C'était dis top trop vite avec mon coach. peut-être? Est-ce que c'est Bah parce que parce t'as que pas pu profiter? justement, non, parce que justement, la deuxième année du Pôle Espoir, j'ai commencé à faire des entorses à répétition. J'étais pas bien. Maintenant, j'arrive à l'analyser en disant que je pense que j'étais un peu en dépression parce que je faisais que pleurer, je savais pas pourquoi. Mon coach me parlait plus. Enfin, là, je l'analyse aujourd'hui comme ça, mais j'étais super bien avec mes copines. Il y a rien qui a changé, mais l'année d'après, je ne progressais pas aussi vite. C'est pour ça que je dis que je pense que ça allait un peu trop vite. Je Oui. me suis retrouvée un peu dans la machine à laver très très rapidement. Et ouais, j'ai eu plusieurs mois où j'étais pas bien, mes résultats scolaires tombaient. Je pense que c'était l'euphorie du début, ça a démarré très fort. Et puis après, à un moment, ça se passe, hein, ça s'est calmé. Et ensuite, en fait, on a été, toutes les filles de ma génération, on a été, au bout de 2 ans, il nous a dit, bon, bah, c'est fini, vous ferez pas votre terminale. Donc, on quitte, on a toutes quitté, on était toutes dans le Grand Est. Et on a toutes quitté notre famille pour venir à l'internat. Et puis la troisième année, on dit, ah, bah, vous êtes trop âgés pour faire le championnat du monde UNSS. Quand j'y pense, une fin en soi incroyable, le championnat du monde du UNSS. Et donc, on a toutes été virées, en fait, pour la dernière année de terminale. Donc, il y a des filles qui sont rentrées chez elles. Donc, tout c'est un petit peu, toute notre bulle s'est un peu cassée Et et quand on est tu dis quelques filles à virer, être ça quand veut même dire restées. virer de Bah, l'internat? c'est-à-dire que, non, non, virer du pôle espoir, c'est-à-dire que bah, c'était 2 ans, on savait pas, nous, on pensait qu'on partait pour notre scolarité de 3 ans. Et voilà, bah non, finalement, on était trop âgés pour faire le. C'était pas une question de niveau, c'était que, voilà, ils voulaient des plus jeunes pour faire le championnat du monde du NS. Wow. Donc, on était toutes un peu surprises parce qu'on ne savait pas trop. Mhm. Donc, il y a des filles qui sont rentrées chez elles en milieu de leur scolarité. Donc, quelques filles et moi, on est restés quand même parce que, bah, en fait, j'avais envie de finir mon, Bah, mon normal. cycle du lycée au même endroit. Ouais. Enfin, tout était bien organisé. Et c'est là que, du coup, j'ai rejoint à l'époque la SPTT Mulhouse dans l'équipe 2.
Ok. C'est là où Magali m'a récupéré. Magali qui était l'adjointe du pôle espoir à ce moment-là. Mhm. Elle est aussi partie du pôle espoir et elle m'a récupéré. Je dis récupéré dans le club parce que bah, c'est vrai qu'on se retrouve de partie de chez soi. On sait pas, on a quitté son club de chez soi, on a tout quitté et puis finalement il faut qu'on passe notre bac. Enfin, on peut pas juste rechanger tout Ouais, c'est à ce clair, moment-là. ouais. Il y a tout un Donc, environnement aussi. Et j'en profite parce que peut-être il y a des jeunes qui nous écoutent et peut-être qu'il faut qu'on dise ce que c'est ASPTT parce que les plus jeunes, ils savent plus ce que ça veut dire. oui, bah, la SPTT, c'était en gros les associations sportives de la Poste, Voilà, qui s'appelaient les PTT. de la Poste. Donc les PTT. Donc il y avait plein d'ASPTT de toutes les Voilà, disciplines. c'est Et ça. aujourd'hui, bah, depuis, je crois que c'est depuis plus de 2 ans, c'est passé volet Mulhouse-Alsace parce que c'est passé en société comme la plupart Ok, des ouais. clubs professionnels. Voilà, c'était la Donc petite voilà, pour les précision jeunes pour les, voilà, pour les jeunes. sauront que quand il y a écrit ASPTT quelque chose, c'était historiquement les associations de la Ouais, Poste, ouais, c'est ça. de toutes les personnes qui travaillent à la Poste, mais c'est resté. Donc voilà, donc j'ai fini le lycée, donc j'étais à la SPTT Mulhouse et ensuite je suis partie à la fac à Strasbourg pour Mhm. faire des études de STAPS. Donc là, ma première année de STAPS, je faisais les allers-retours en train, c'était 1 heure et quart de transport. Je faisais les allers-retours pour aller m'entraîner toujours avec l'équipe 2 et je vivais à Strasbourg. Et Wow. arrivé en Doug STAPS, ben, on m'a proposé le centre de formation de Mulhouse. Donc là, j'ai habité à Mulhouse et par contre, je continuais à prendre le train pour aller faire mes études. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie d'expliquer aux jeunes que en fait, quand vous avez la fac ou les études qui sont à 15 minutes, il n'y a pas d'excuse. Moi, je On faisais est d'accord. 1 heure et demie de transport, aller, 1 heure et demie retour, Wow. si je prends tout bout à bout, pour aller faire mes études. Donc, en fait, il faut vraiment s'accrocher parce que d'une, ça c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer aux plus jeunes, ça donne l'espace à un autre environnement, à une autre ouverture d'esprit. Ça permet d'échanger avec d'autres étudiants. Ça permet de ne pas rester que dans cette faire et dans cette bulle du volet de haut niveau qui est très concurrentielle. Donc, les études, c'est pas juste une contrainte en fait dans la pratique et dans le planning. Oui, ça fait des grosses journées. Oui, on n'a pas le temps de faire la sieste. Oui, ça fait beaucoup de choses. Mais si on a l'occasion d'aller et d'être attaché à une fac et d'aller de temps en temps en cours, ça fait juste switcher un peu l'esprit et ouvrir l'esprit surtout. Parce que la plupart du temps, on est un peu de plus en plus jeune, la tête dans le guidon, en disant ouais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, Hmm. on a toujours le temps si on a la motivation et l'envie et surtout c'est riche en fait d'apprentissage de sortir en fait de cette bulle et de ce cercle. Ouais, et puis Donc voilà, on en parlera après, mais tu l'évoques dans les articles que tu fais, et ça on y reviendra aussi après, mais le fait de s'ouvrir, c'est aussi éviter de rester dans sa bulle, et donc de ce fait-là, quand on va pas bien, de très très vite tomber très bas, quoi, parce qu'on n'a pas mm, d'ouverture d'esprit sur autre chose. exactement, on a l'impression qu'il n'y a que ça Ouais, dans notre enfin, il y a que ça qui existe autour de nous et si ça ne fonctionne pas, ben, il n'y a aucun échappatoire. Donc voilà, donc en gros entre le DUG et le master, j'ai fonctionné comme ça. Après mes 3 ans de centre de formation, j'ai tout de suite signé 2 ans de contrat pro. Et ensuite, je suis encore restée 2 ans. Et donc voilà, donc quand j'ai fini mon master pendant une année, j'ai fait que du volley. La première année où j'ai fait que du volley, wow. c'était catastrophique. C'est vrai? J'avais l'impression d'avoir, bah oui, parce que en fait, moi, j'étais pas habituée à Ouais. ce rythme, juste entraînement, dodo, repas, entraînement, dodo. Bon, après, je me suis bien habituée, hein, mais au démarrage, quand on passe d'une vie à 1000 à l'heure où tout est chronométré, où on prend le train, on va en cours, on rattrape les cours, on passe les examens, après on va à l'entraînement, on fait vite la muscu entre midi et deux. Enfin, c'était vraiment une vie à 1000 à l'heure. Alors pour le coup, j'ai pas trop vécu ma vie d'étudiante, mais par contre, à côté de ça, j'ai eu l'occasion de vivre des émotions incroyables au niveau du volet. Donc faut pas non plus se dire que voilà, ça va empêcher de vivre la vie étudiante. Oui, peut-être qu'il y aura pas toutes les soirées STAPS, mais Oui. en attendant, on vit des trucs bien plus intenses. Donc ça dépend des envies de chacun. Après, les choses aujourd'hui sont quand même mieux organisées où les facs, les profs à la fac aident beaucoup plus Mhm. les sportifs de haut niveau. Nous, c'était un peu plus compliqué. Les profs ne nous envoyaient jamais les cours, jamais, jamais, jamais.
Ouais. Donc on s'était organisé avec 2 amis de l'université, une qui était salariée, l'autre qui était basketteur de haut niveau. On s'organisait, on faisait les 3-8, il y en a un qui allait en cours, qui ramenait aux autres. Vraiment, on s'est organisé avec tous les extérieurs de la fac. On s'est organisé comme ça. Et c'est toujours mes très bons amis C'est d'ailleurs, ce ces que deux j'allais personnes. te Ouais. dire. Je pense que de ce fait-là, ça a créé du lien pour Ah oui, très longtemps. ah oui, c'est Mm. sûr. Tu veux les citer? Tu peux les citer, hein, il n'y a pas de problème, hein, justement, tu peux leur faire un coucou. Oui, bah là, j'étais encore la semaine dernière chez Colline. Alors, elle était salariée, elle vivait à Mulhouse. Mhm. Et moi, je vivais à Mulhouse et on faisait les mêmes études. Et en fait, chacune, on a fait notre projet de licence ensemble, le master ensemble. Et en fait, on s'arrangeait on se croisait sur les quais de la gare, on se passait les cours. Évidemment, on s'envoyait pas les cours sur un ordinateur. Ah bah Non, non. ça, c'est arrivé qu'à la fin. Donc, j'ai vraiment l'impression de parler comme si j'avais Eh oui. 78 ans. Et, euh, et du coup, bah, chacune faisait en fait la moitié de la journée pour pouvoir compenser pour l'autre. Donc c'était assez. Donc on se sentait obligé quand on s'engageait à y aller, on y Ouais. allait quoi. Bah oui, tu y allais pour les autres. Donc il y avait Colline qui était salariée et tu avais parlé d'une Colline et basketteuse. Hugo, un basketteur Hugo, D'accord. Hugo mon grand copain, Ok. qui lui bah, jouait aussi du côté de Mulhouse et on essayait de s'organiser D'accord. comme on pouvait. Ok. Donc Donc c'était ouais, ils c'était une sont vraie restés équipe, des une petits. team. C'était une team, Ouais. mais c'est vrai qu'on se croisait beaucoup pour le coup, mais c'est une vraie team. Et donc voilà, on s'est organisé comme ça pour les études. Et après la première année où je n'ai fait que du volley, ah, j'étais devenue une femme parfaite, femme au four, j'appelais ça, les petits plats, le appart toujours nickel. Je m'ennuyais, je, je savais pas quoi faire, enfin vraiment. Sachant qu'en licence et en master, j'avais commencé à faire pas mal de projets sur le volet handicap. Ouais. Et en fait, à la fin de mes études, c'était plus une pause. J'en pouvais plus de ce rythme. Donc, je me suis dit, OK, je fais rien. Bon, bah, au bout d'un an, j'ai dit non, non, je ne peux pas ne rien faire. C'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, bah, tout au long de ma carrière, j'ai essayé d'entraîner un petit peu à côté. J'ai entraîné des jeunes, des M13, du périscolaire. J'ai monté des projets avec le volley assis, une section volley assis à Nancy. J'ai travaillé dans un institut d'aide aux grands handicapés aussi à Nancy. J'essayais de donner un coup de main sur le centre de formation. Voilà, dès qu'il y avait un petit truc où je pouvais donner un coup de main au club, je le faisais et ça me permettait, alors ça restait très centré sur le volley, mais ça me permettrait de trouver un peu plus de sens aussi à ce que je faisais Mhm. et de garder un petit peu un pied dans les activités physiques adaptées, qui était ma formation de base. Ouais. Et puis là-dedans, petit à petit, je me suis rendu compte que ben, j'étais pas trop mal pour transmettre. Et puis finalement, c'était un peu ce que je voulais faire à la base, d'être prof de PS, sauf que c'est assez centré sur le volet. Donc voilà comment petit à petit, je me suis dit, bah, je veux aussi passer mes diplômes Bravo. d'entraîneuse, parce qu'on Mhm. peut dire entraîneuse. J'ai eu Oui, un gros oui, débat oui. avec mon beau-père et ma mère il y a 2 jours. On a cherché toutes les typologies. On peut tout dire. On peut dire entraîneureux, on Oui. peut dire entraîneuse, Mm. et il n'y a pas de connotation. Tout va bien. Non. Bah en fait Je préfère le préciser. Mais oui, non, mais tu vois, c'est la même chose sur. Moi, voilà, tu vois, moi, je disais entrepreneuse. Et il y a une fille sur un podcast de mon frère qui a dit entrepreneuse, c'est connoté machin. Donc, moi, je veux entrepreneureux. Et en fait, à la limite, du moment qu'on n'oublie pas le E, qu'on le mette avec Oui. SE ou E, voilà Et quoi. puis plus on va le dire, Oui, ça va changer un petit peu les mentalités. C'est c'est ça qu'il ça. faut se dire. C'est ça, je suis d'accord avec Donc, toi. euh, donc Et pas de problème. Entraîneuse. oui, Et non, donc j'ai commencé à passer un petit peu mes diplômes en parallèle. et Jusqu'à... on a Oui, oublié ouais, juste un truc avant oui. de continuer sur cette partie. On a oublié aussi de dire quel est ton poste parce que tu vois, quand on a eu Uber, et encore une fois, on a l'impression que tout le monde connaît, mais hormis le foot. J'ai envie de dire tous les autres sports, c'est toujours bien d'expliquer un petit peu. Mm. Et on a parlé d'Hubert qui était libéraux. Et je me permets juste de faire cette parenthèse. Toi, tu joues à quel poste? Parce qu'au début, je t'ai pas coupé là à ce moment-là. Tu parlais d'être la grande qui est Ouais. un peu maladroite ou autre. Mais donc, c'est ta taille qui a déterminé ton poste ou c'était aussi l'envie Oui, de jouer? bah, malheureusement, oui, parce Ouais, qu'à l'époque, j'étais grande, je fais d'accord, 1,85 m et donc je me suis retrouvée contre centrale. d'accord.
Voilà, j'étais une des plus grandes. Aujourd'hui, je suis une des plus petites centrales parce que les générations ont bien Oui. grandi. Donc, je suis l'opposé d'Hubert. En fait, je sors quand Hubert rentre. En gros, c'est ça. Ok, C'est la personne qui est au centre du terrain, devant le filet, qui va bloquer à l'aile droite ou l'aile gauche ou au centre et qui va essayer d'attirer en sautant pour essayer d'obtenir la balle. Il va essayer d'attirer le contreur en face afin de libérer l'espace, comme on dit, de libérer l'espace droit ou gauche du filet pour que les attaquants se retrouvent avec le minimum de bloqueurs face à eux. Je sais pas si d'accord. c'est très clair ce que j'ai Ok. dit. Bon, en fait, celui qui connaît pas du tout le volley, c'est compliqué parce que, encore une fois, on est sur du podcast, mais ceux qui ont envie, ils iront voir. Moi, j'ai capté ce que ça veut dire parce que j'ai la chance d'aimer beaucoup de sports, donc forcément, ça me parle. Mais oui, effectivement, et ceux qui ont envie d'en savoir plus, bah, vous allez voir un match sur YouTube ou autre, vous allez regarder. C'est Il y ça. a, il y a des C'est un images, petit peu forcément. un poste de l'ombre. C'est un petit peu un poste de Ouais, je me l'ombre doute. parce que on va souvent sauter pour avoir la balle, mais Mhm. on va pas tout le temps nous la donner. C'est plutôt pour attirer dans une combinaison Ouais. le bloc adverse. Donc c'est un poste un peu de sacrifice. Voilà. Donc j'avoue. Les, Mais ça va, ça me correspond bien en termes de personnalité ce poste. Ok, donc les deux Donc ça va. personnes que j'ai reçues sur le volet, c'est des gens qui font du sacrifice parce que le libéraux, il sacrifie aussi un peu Oui, son corps, hein. Voilà, c'est. Donc, oui, c'est ça. ok. Après, Hubert et moi, on n'est pas sur la même personnalité, Non, mais non, c'est non. un copain, hein, on s'entend très Ok, bien. Donc, ok. y a pas de... Bon, donc je t'ai fait la parenthèse, comme ça on l'a fermé parce que je me connais, je pense que je serai parti après dans les trucs. Donc tu t'es beaucoup investi dans le handisport. Tu t'es même retrouvé dans des responsabilités aussi en plus, si je me trompe pas, hein, autour du handisport. Alors, en fait, quand j'ai obtenu mon master en 2011, j'avais fait un mémoire sur le développement du volley assis en France. Ok. Donc, c'était vraiment le démarrage sur cette discipline. Et aujourd'hui, vraiment, je me rappelle très bien lors de ma soutenance de mémoire, quand j'ai présenté ça, le jury m'a dit, mais ça va jamais marcher, vous n'avez pas assez d'éléments. Et en fait, aujourd'hui, alors oui, peut-être que la dynamique des Jeux paralympiques de 2024 a aidé, mais Et bah tant mieux. aujourd'hui, il y a une équipe de France masculine, Mm. féminine, du budget, des responsables volet santé, volet handicap à la fédération. Donc, si, je savais que ça pouvait marcher. Ouais. Donc voilà, j'étais très investie dans le volet assis. Là, j'avais pris depuis 3 4 ans un petit peu de recul Mhm. parce que c'était beaucoup d'énergie pendant 10 ans Je me doute. et j'avais envie de vraiment me consacrer sur la fin de ma carrière à mes diplômes d'entraîneur et aussi de profiter pleinement de ce qui me restait avec l'équipe nationale et avec vraiment l'envie de gagner des titres. Et j'avais aussi envie de m'investir plus maintenant que ça fonctionne, on va dire, Mhm. dans le syndicat des joueurs Ok. pour essayer un petit peu de protéger ces joueurs et de faire un petit peu évoluer le volet français en termes de statut, en termes de considération des salariés. Ça, voilà, je sentais que j'étais arrivée un petit peu au bout de ce volet-là. Mhm. Et, et voilà, mais je suis très contente que ça fonctionne bien, le volet assis en France. Et mon prochain projet, ça va être sur le volet santé. Donc, on va Ok. rester quand même dans la dynamique. Et quand on parle de volet Voilà. assis, moi je veux faire un petit clin d'œil à Mathieu Jagu qui est du Nord et avec Oui, qui je suis en exact. contact depuis un petit moment. Voilà. Donc Ouais, je lui fais un clin exact. d'œil. Euh, avant Et c'est de. un super. En fait, c'est top le volet assis parce que c'est vraiment une discipline qu'on peut faire découvrir. On peut même sensibiliser au handicap des enfants Oui. avec cette pratique. Mhm. Et c'est vraiment top parce que tout le monde peut y jouer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Il n'y a pas besoin. On peut vraiment en faire avec rien. On a besoin de Mhm. rien Mhm. pour en faire. Et ça permet d'appréhender le handicap. Et également, c'est très complémentaire du volet debout, si je puis Mhm. dire. Mhm. Parce qu'il faut avoir une analyse de trajectoire de balle qui est beaucoup plus précise. Donc, il faut Bien sûr. d'abord se déplacer avant de toucher le ballon. Et ce en volet debout, on a tendance à tomber pour attraper le ballon. C'est très complémentaire, on peut faire plein de choses et au niveau des jeunes, c'est hyper intéressant de l'utiliser comme support et ça serait même bien que dans le scolaire, enfin, en vrai, il y a plein de choses à faire. Voilà, Oh d'en oui. parler, ça me redonne toute cette émulsion, Ça là. y est. Dans 6 mois, on refait un podcast pour te redonner un petit boost et voilà, Non, après mais ce de sera toute parfait. façon, à Mulhouse, c'est sûr que je vais faire en sorte que ça reparte, quoi. J'ai quand même créé une section à Nancy qui a fonctionné pendant 4 5 ans. Je
fonctionnait très bien. Mais après, le problème, c'est que souvent, les entraîneurs, c'est le handicap. Si on a, c'est même pas qu'on n'a pas l'habitude de l'appréhender, c'est juste Hmm. que notre société n'a pas l'habitude de Oui, l'appréhender. Donc, ça peut mettre des freins. Et si on n'est pas réellement investi dans ces activités physiques adaptées, ben souvent, ça fait peur. Donc, c'est arrivé aussi que je mette en place des choses dans les clubs et puis quand je m'en vais, bah, ça s'arrête. Et oui. ça, c'est dommage. Mhm. Et je trouve que bon, les choses ont beaucoup évolué là depuis 15 ans, mais moi, vraiment, l'idée à Mulhouse, par exemple, ça serait de pouvoir former en fait des personnes sur toutes ces pratiques et de désacraliser vraiment le handicap et de dire que c'est simplement un entraînement adapté, mais il y a pas grand-chose qui change afin que d'autres personnes se motivent à entraîner et voir que c'est juste en fait, on est juste entraîneur ou entraîneuse d'ailleurs. Oui. Il y a pas de problème, il y a absolument rien de complexe. C'est simplement, il faut simplement se remettre en question, essayer d'appréhender ces entraînements d'une autre manière. Moi, je voudrais faire une parenthèse sur l'équipe de France parce que tu as porté le maillot depuis de très nombreuses années. Et moi, je voudrais savoir ce que ça fait que de porter le maillot de l'équipe de France, d'une équipe nationale, dans un sport quand même aujourd'hui qui est dans la lumière. On va dire en partie grâce aux hommes, mais sur lequel justement, moi j'aimerais bien t'amener sur en 2022, là, il s'est passé un truc avec cette équipe de France. Bah, c'est vrai que moi, je porte le maillot, j'ai la chance de porter le maillot depuis 2012. Et c'est toujours quelque chose de spécial de chanter la Marseillaise, même de recevoir le papier de convocation. Enfin, pour moi, alors évidemment, au fur et à mesure des années, ça crée peut-être pas la même joie, mais moi, à chaque fois, ça me crée quand même une fierté ou un soulagement d'y être encore. Je sais pas trop, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très chauvine. Donc pour moi, c'est très particulier. Il y a eu beaucoup de chamboulements depuis l'arrivée du sélectionneur Émile Rousseau il y a 5 ans. Si je me trompe pas, on a eu beaucoup plus de potentiel d'entraînement, on a eu beaucoup plus de jours de stage, on a pu vraiment créer une nouvelle dynamique. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans l'équipe aussi. Et donc, il a fallu s'adapter à tous ces changements. En fait, j'ai eu en équipe, je parle en équipe de France Senior A, Ouais. hein. J'ai eu trois différents coachs. Et c'était trois styles complètement différents, mais très enrichissants. Et c'est vrai qu'avec le projet de Paris 2024, les exigences sont montées, le volume de stage a monté, donc ça fait des étés très, très, très chargés. Beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Moi, je me suis sentie aussi un petit peu de plus en plus décalée par rapport Mhm. à tout ça. Il y a eu une grosse génération aussi qui est arrivée, la génération d'Elena Cazotte, où c'est des filles qui ont joué ensemble très, très jeunes. Donc c'est un groupe, c'est une bande de copines. J'ai aussi eu cette bande de copines hein, Bien sûr, à bien sûr. l'époque Mm. en équipe nationale. Et pour moi, c'est toujours une super fierté. Et en juin 2022, donc on a remporté cette Golden League. Il y avait pas de pression particulière de la remporter. Mais c'est vrai qu'avec le championnat d'Europe qu'on a fait l'été d'avant, c'était incroyable parce que moi, ça faisait 10 ans que j'attendais de faire un championnat d'Europe. Le championnat d'Europe d'avant, en 2019, je m'étais fait les croisés un mois avant, alors qu'on s'était enfin qualifié. J'en ai fait des qualifs au championnat d'Europe où à chaque fois on se qualifiait pas. Ça a été beaucoup de frustration. Et puis championnat d'Europe 2021 où j'ai eu la chance d'être titulaire sur tous les matchs et où on fait un quart de finale, c'était historique quoi hein, pour le volley féminin français. Et derrière, de remporter la Golden League en juin, c'était top. Moi, c'était ma première médaille d'or. Ouais. Alors oui, il y a eu 3 médailles d'or en Coupe de France Espoir, moins de 21, mais c'est Ça se tellement prend. loin que... Oui. Non, Mais mais ça se prend quand même. avec ce maillot de Mais l'équipe de France, recevoir une médaille sur la plus haute marge du podium, entendre la Marseillaise, quand t'en parles, il y a quoi comme émotion? Parce que ceux qui aiment le sport, on sait que c'est une émotion, quoi. ah ouais, c'était incroyable. En plus, on l'a remporté en France, à Orléans, avec pour moi des personnes très particulières à mes yeux autour de moi ce jour-là. Donc c'était vraiment... c'était vraiment dingue. Je sais pas, En fait, je me rappelle après on allait se doucher et j'ai un moment où bah, tout le monde était euphorique. Il y en a même qui se sont pas douchés, qui sont partis tout de suite
au petit pot d'après-match. Moi, je suis allée me doucher et je sais pas, j'étais sous la douche et j'étais en train de trembler en me disant, mais punaise, ça y est, en fait, on attend toute une carrière pour une médaille comme ça. Et je sais pas, j'étais en même temps, je tremblais, en même temps, je pleurais, mais en même temps, je souriais bêtement. Enfin, c'était assez. C'est la première fois que je parle de ça d'ailleurs, je crois que je l'ai dit à personne. Ah, voilà. Je Mais suis, c'était vraiment. je suis en exclu. Mais c'était vraiment, vraiment particulier parce qu'en fait, en tant que sportif de haut niveau, on se bat toujours pour une marche au-dessus, Mhm. toujours. Et en fait, on a l'impression qu'on n'a pas de limite, qu'on est quand même des super-héros. Et le truc, c'est que c'est dur de s'arrêter parce que je me suis dit, après ça, je me suis dit, bon, allez, hein, on va essayer d'aller jusqu'au JO. Enfin, c'est comme si, après Championnat d'Europe, je m'étais dit, bon, c'est bon, ça suffit, t'as attendu ça pendant 10 ans. Oui, mais t'as pas gagné de médaille. Après, on gagne la médaille, la Golden League. Oui, mais bon, on veut encore quelque chose d'autre. C'est incroyable, cette espèce d'insatisfaction permanente. On a un espèce de moment de flottement où on gagne un titre, où on fait quelque chose qui semble extraordinaire. Et après, on a l'impression de devoir, pas de devoir, mais instinctivement, on va se remettre un autre challenge parce qu'on a besoin de ça, en fait, pour se lever, pour aller à l'entraînement, pour faire souffrir son corps. On a Oui. besoin de ça. Mhm. Mais là, je suis dans une phase, dans un moment de ma vie où j'essaie de comprendre que peut-être à un moment, on peut pas tout le temps pousser les portes en permanence et que de temps en temps, va falloir accepter qu'il y a une limite en fait à tout ça. Mhm. Et donc c'est un moment de beaucoup de réflexion pour moi, Ouais, je bah, comprends. parce que je pars sur la dernière saison aussi. Ouais. Donc donc Avant de c'était ça partir, aussi. avant de partir là-dessus, juste, je me permets de préciser parce que comme les garçons, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On n'a peut-être pas fait assez attention, mais moi, tu vois, en préparant le podcast, je me suis rendu compte que l'équipe de France de volley féminine n'avait jamais participé au JO. Ah bah Et, oui, et donc, ah bah oui, ça oui, oui, donne encore plus de sens à ce que tu viens de dire sur la médaille exactement. d'or, sur la douche et tout machin. Enfin, tu vois, sur le moment où tu t'es presque en tremblement parce que enfin, voilà, cette Ligue européenne gagnée en 2022, c'est énorme. Et le fait d'aller participer au JO pour les filles qui font du volley depuis un moment, enfin, ça veut dire quelque chose. Donc je comprends, et c'est pour ça que je voulais dire ça, parce que ça illustre aussi ta réflexion sur est-ce que je termine là ou je termine après les JO. Enfin, après, il y a aussi la question de la sélection ou pas la sélection, mais voilà, Ouais, c'est ça surtout. ouais. C'est surtout ça. Après, j'ai oublié de dire un truc important. J'ai gardé la médaille d'or de la Golden League pendant une semaine sur moi. J'étais en vacances, mais je l'ai gardée, je l'avais dans le train. Ouais, je l'ai pas enlevée pendant une semaine. T'as eu une trace de Réellement. bronzage après avec la Ouais, médaille. limite. Non, c'est vrai, je mangeais avec et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, Mais, j'adore. mais oui, c'est assez. En fait, moi, personnellement, mon objectif, c'est je me suis dit, à un moment, il faut que je me mette une limite. Donc, ma Mhm. limite, j'ai dit, j'arrête ma carrière après 2024. Enfin, Ok. après les JO 2024. C'est très très compliqué d'être sélectionné parce que mon poste il n'y aura que trois places. Ouais. Donc, mais je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter avant d'essayer. Ça, Ok. c'est impossible. S'il y a 1% de chance de faire les JO, il faut y aller parce que ce sera l'unique chance, je pense. Alors, j'en sais rien. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, il y a une autre équipe qui va réussir à se qualifier. Mais il faut savoir qu'en Europe, il y a les meilleurs, en Europe, il y a les meilleures équipes du monde, quoi. Oui. Oui. Enfin, c'est impossible quasiment de se qualifier pour les JO quand on est en Europe. C'est hyper compliqué. La marche, elle est trop haute. Et donc en fait, ces JO de Paris, bah, on a une qualification automatique. Ouais. Donc c'est ça qui fait que je ne pouvais, je pouvais pas me dire après les championnats d'Europe 2021, bon bah je m'arrête là. Et puis aussi, je sentais que c'était pas le bon moment. En fait, je Ok. pense qu'on Mhm. sent le moment où ok, là il faut basculer, là je suis plus à ma place, là je suis plus en accord, je suis plus dans les mêmes valeurs, mais voilà, moi après 2021, c'est vrai que c'était un peu l'apogée, je pense aussi de ma carrière internationale, d'avoir été titulaire sur tous les championnats d'Europe. Je me suis sentie très 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 bien sur cette compétition et en fait, j'ai pas réussi à me satisfaire de ça. Et je me suis dit bon, franchement, on n'est plus à un an près maintenant. De toute façon, tu as déjà expiré la date donc d'arrêt. Donc
on n'est plus à un ou deux ou trois ou quatre Mhm. entrées parce que finalement, Juste, ça je vais me fait. permettre, on n'a pas dit ton âge, les gens ils vont croire que tu as 80 ans, hein. Enfin, je me permets, Non, hein. je viens d'avoir 35 ans. Je viens d'avoir 35 ans. Oui, mais par rapport à mes Oui, coéquipières, oui, oui, on est enfin, les d'accord. filles ont toutes 10 à 15 ans de moins que moi, hein. Ouais, ouais. On sent. Non, on est très, très, très peu de filles de mon âge encore à jouer. Et quand tu as 30 Et, ans, avant de parler de terminer, d'aller sur la reconversion, quand tu as 30 ans, tu te fais les croisés. euh, ouais. Est-ce qu'à un moment, il y a un truc qui te dit, dans ta tête, tu te dis, c'est fini, j'arrête tout, Ah, enfin, bah, j'arrête tout. évidemment. Ouais. Ah, bah oui. Ah, oui, oui, oui. Il y a eu. En plus, j'avais complètement changé. J'avais fait un virage à 180 sur ma vie pro-perso, enfin, Mhm, tout. mhm. Donc oui, mais c'est arrivé maintenant, avec du recul, c'est évidemment que ces croisés sont arrivés pour une bonne raison. Mais ah oui, alors en plus, à ce moment-là, je jouais à Paris, au Stade Français, Ouais. Paris Saint-Cloud, Stade Français. Et à ce moment-là, quand je me fais les croisés en février 2019, à la fin de saison, le club, il est peut-être question qu'il arrête, Waouh. parce que jusqu'à ce qu'il y ait d'un coup, par magie, un repreneur. Mhm. Et donc à ce moment-là, enfin, je sais que je suis arrêtée pour, à la base, on m'a dit 8 mois, on m'a menti. Donc moi, ça a mis 11, hein, mais ça c'est pareil, chaque corps réagit Oui, différemment. oui. Finalement, le club doit tomber. Je me dis, bah, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais arrêter pour faire quoi? Là, si je m'arrête maintenant, je tombe. J'ai pas d'objectif de me lever demain. J'ai pas d'objectif de me rééduquer. J'ai aucun objectif, en fait. Il fallait que je m'accroche à quelque chose. Et puis petit à petit, après, on remarche. Le club finalement est pris par un repreneur. En plus, top, ce nouveau président, bah, il est alsacien par hasard. Donc, il vient pas du tout du monde du volley. Donc, il me consulte pour savoir ce qu'on peut faire pour améliorer le club. Le club me, me refait signer. Alors, je suis blessée, alors qu'ils savent que je vais. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Bravo. Euh, grand souvenir pour Claude Orphelin, paix à son âme. Mhm. Et donc le club me fait re-signer alors que je suis blessé, que je vais jouer que la moitié de la saison. Bon, c'était pas le plan, mais finalement c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais. J'ai pas pu reprendre plus vite que ça. Et donc, donc voilà, donc tout se remet en place. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase Ouais, longue où je tu me suis redis que dit j'arrête. tu as frôlé la dépression. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, clairement. Et c'est vrai qu'après, bah là, je me suis relancée à plein de mes Mhm. formations d'entraîneur à ce moment-là. Et en fait, j'ai suivi tous les modules. C'était à peu près une fois par mois. On se retrouvait avec toute la team des entraîneurs, c'était des entraîneurs jeunes, des anciens joueurs en reconversion. Et en fait, là, j'ai trouvé une autre équipe, en fait. J'ai trouvé une espèce d'autre équipe parce qu'au début, on en reçoit plein des messages quand on vient de se Oui. blesser, on en Mhm. reçoit plein, mais après, on disparaît et tout le monde est remplaçable. Et à ce moment-là, je me suis vraiment posé plein de questions sur notre place en fait dans la société et notre utilité. Il y a eu beaucoup de Mhm. remises en question parce que on a l'impression de disparaître, de plus exister Mhm. et on se demande même si on est capable de faire autre chose. Alors que pourtant, j'ai passé des diplômes avant, que je me suis préparée à la reconversion pendant des années. Et ben là, je me suis retrouvée, j'avais plus de diplômes que bon nombre de sportifs pros. Et pourtant, je me suis quand même retrouvée dans cette espèce de tourbillon d'insécurité où je savais pas quoi faire. Tu as raison d'insister là-dessus et je pense que il faut jamais négliger le mental aussi dans cette moment enfin dans cette difficulté pardon. Et c'est Clémence Beretta qui en parlait, qui est aussi de l'Est. Je pense qu'elle doit pas être loin de Colmar si je me trompe pas, qui est une Ah, marcheuse de l'équipe de France et qui a osé aussi et jeune elle a vécu cette phase de dépression et où elle a expliqué aussi que bah c'est en se recentrant qu'elle a réussi à faire autrement, enfin et en tout cas à passer ce cap et à faire en sorte d'eux. Et toi, je pense que quelque part ça a été un peu une alerte, mais le fait d'avoir essayé d'aller chercher un peu de préparation à la reconversion, ça t'a remis dans le boost en te disant bah, je me rassure et donc de ce fait-là je peux y aller quoi. ouais, c'est ça, en fait, il fallait avoir un objectif. Alors, il y avait l'objectif de se lever le matin pour faire Ouais. sa rééducation. Quand je pense à toutes les personnes qui ne vivent pas de ça, je me dis, mais en fait, se faire les croisés,
continuer à aller bosser et en Mmh. fait, c'est impossible de Ouais, faire une réduc, vraiment une très bonne réduc. ouais, ouais. C'est parce que là, c'était mon objectif de me lever le matin, d'aller chez le kiné, d'aller faire de la muscu. Et alors, je me rappelle très bien, j'étais grâce à quelqu'un de Cap-Breton, un ancien footballeur de Strasbourg, Mmh. il m'a conseillé son kiné à Strasbourg parce que je suis évidemment rentrée chez ma mère. Mmh. Et donc, ce kiné était adorable. Il a l'habitude de gérer les sportifs de haut niveau. Et au bout de 4 mois, il me dit, bon, Isa, là, on va peut-être espacer un petit peu les séances et tout. Je l'ai commencé à le regarder. J'avais les larmes aux yeux. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ah non, non, non. Je dis, non, non, je viendrai demain, je viendrai après-demain et je viendrai après-demain. Ok, ça marche, pas de souci. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a angoissée de me dire, putain, mais non, qu'est-ce que je vais faire demain Oui. si je peux pas venir chez le kiné demain, je vais quand même dire, bon, bah, on fera les exercices que tu peux faire ailleurs, on les fera ensemble. Ouais, tu avais Et créé une après, quand par contre, occupation et presque c'est ça, aussi un c'est ça, lien, j'allais dire, un lien de social. soutien. Ouais, un lien Mais, social, ouais. ouais, et puis un lien social. Et après, par contre, après, il y a une phase un peu plus tard où là, on est complètement indépendant. Donc là, il faut juste faire de la muscu. Et là, je suis parti, j'ai pris ma voiture, j'ai chargé ma voiture, je suis parti 2 mois en road trip. J'avais jamais conduit plus qu'1 heure. Je suis parti 2 mois, j'ai fait de la tournée des amis que j'avais jamais le temps de voir. J'avais aucun plan, j'étais avec ma voiture, j'étais contente. Génial. Et je trouvais des salles de muscu, je me faisais des petits trucs dans le jardin. Des petites séances de muscu. Et là, j'ai découvert aussi une autre facette de moi et qu'on peut exister autrement et qu'on peut. Mais c'est vrai que alors le volley, c'est pas très médiatisé, mais j'imagine des sportifs qui sont ultra médiatisés, qui se retrouvent du jour au lendemain blessés ou Mmh. au-delà de la blessure, simplement à la fin de leur Ouais. carrière. Mmh. Mais j'imagine il y a beaucoup, beaucoup de dépression. Enfin, ça doit être un enfer quand on n'est pas du tout préparé, qu'on s'est jamais retrouvé même seul. Ça doit être et qu'on a l'impression de plus exister. Alors il y en a évidemment, hein, j'imagine des footballeurs, ils ont prévu, ils ont de l'argent de côté et tout, mais ok, mais au-delà de l'argent, quand on a l'impression de plus exister, de servir à rien, c'est pas terrible, c'est pas l'argent qui va compenser ça. Non, mais c'est vrai, là où tu as raison, et j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, alors j'espère que je vais pas dire une bêtise, mais je pense que c'est le Crépuscule des champions. C'est un Mm. documentaire d'Olivier Dacour sur Canal+, qui est J'en ai entendu ultra, parler, ouais. ultra Mm, touchant. Enfin, il y a Laura mm, Flessel qui, elle, a arrêté il y a longtemps. Il y a Florent Manodou qui se prépare à arrêter. On parle de Gilles Simon on parle de son dernier match avec sa femme. Rien que d'en parler, j'ai déjà les frissons, tu vois, parce que mm. il fait un discours, il y a son fils, etc. Enfin, et on voit que, et t'as Mathieu Bastaro qui lui venait de se faire les croisés. Et au fond, il aurait pu arrêter. Il s'est fait presque les deux croisés. Il s'est fait les deux croisés en même temps. Et il aurait pu arrêter. Et en fait, non. Il voulait arrêter au moment où entre Oui, il a guillemets, il l'avait décidé. décidé, quoi. Et donc, c'est un Mm. peu le parallèle avec ton histoire. Et justement, en parlant d'arrêter, pour terminer et partir sur la fin du podcast, là, ta reconversion, t'en as parlé et autres. Si demain, en touche finale, il n'y a pas les JO 2024, Mm. tu le vivras comme quand tu as eu les croisés où tu regarderas pas. Tu le vivras différemment en te disant bon ben c'est tout, c'est comme ça et puis c'est terminé. Comment tu vis cette fin et puis comment t'entrevois les premiers moments de cette reconversion? Alors bien sûr, dans un monde idéal, imaginaire, Tu es sur la bien première sûr, marche du podium j'aimerais. à Je Paris suis et il y a sur, la je suis sur, je Marseillaise. suis sur le podium à Paris, Ouais. je chante la Marseillaise, je verse ma petite larme, on m'offre un petit cadre avec mon maillot, au revoir, merci. Tu Voilà, gardes ça, tu non. gardes la médaille pendant 2 ans autour du Je cou. garde- c'est ça. Et juste avant, on remporte le titre de championne de France avec Mulhouse, tout ça, tout ça. Voilà, donc là, on est sur le monde des bisounours. C'est Donc dans ce enregistré. monde-là, C'est enregistré. ouais, mais évidemment que j'en ai rêvé hein, de Oui, ça. je me doute. J'en ai Je rêvé. me doute. Mais voilà, mais dans un monde un peu plus réaliste. Alors oui, j'ai une très bonne amie qui me dit toujours, tu crées ta propre réalité. Oui, Hmm, certes, c'est mais vrai. C'est vrai. alors déjà pour les je me dis, je veux essayer pour avoir aucun regret. Bien sûr. Ça c'est la première chose. En fait, je peux pas me dire que j'ai pas tout tenté pour essayer d'y être. Euh,
pour le club, c'est vrai que le fait de rentrer dans mon club formateur avec dans un environnement très sain, avec des personnes de confiance, avec des amis de longue date autour, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a aussi donné envie de me dire bon ben parce qu'il était question peut-être de rejouer encore 1 an, 2 ans, Mhm. peut-être 3 ans. Non, c'est ça qui m'a donné l'envie de me dire ok, je suis au bon endroit, je suis à la bonne place. J'ai des personnes qui me font confiance, qui ont déjà vu les choses que j'étais capable de mettre en place à l'époque de mes études, donc Mhm. avec quelques années en moins. Donc je sens que c'est le bon endroit, c'est le bon moment et c'est le bon club. Ok. Et donc la reconversion, elle Évidemment, passe j'aimerais par là-bas? bien, elle passera par là-bas Ouais. et j'aimerais énormément gagner un titre dans la ligue avec mon club de cœur. Mhm. Ça serait vraiment, ça serait vraiment, vraiment génial, vraiment Ok. génial. Mais voilà, je pense que donc pour la reconversion, il y a plusieurs projets. L'idée, moi, ce que j'aimerais, c'est bah voilà, continuer à entraîner des jeunes. Pour le moment, j'ai pas forcément l'aspiration à entraîner des pros Mhm. parce que je trouve que dans la transmission, je suis meilleure avec les 15-20 ans, on va dire. Ok. Après, il y a un côté égo de pro qui me dérange un Mhm. petit peu. Je sais pas si voilà, mais faut jamais dire jamais, hein. J'avais dit que Ouais. je serais jamais entraîneur, voilà, donc faut jamais dire jamais. Donc dans la transmission, c'est sûr, et j'aimerais garder vraiment le contact avec ma formation de base, qui sont les activités physiques adaptées. Ok. Donc j'aimerais vraiment, si je peux faire les deux, ça serait top. Mais je vais faire les deux, et j'ai envie de faire les deux, et j'y arriverai. Ok. Donc Ok. donc voilà, je veux pas quitter le sport et handicap parce que je pense qu'on peut transmettre beaucoup. Mhm. Et un truc qu'un de mes joueurs volley assis m'a dit un jour, il m'a dit, non, il a même pas dit à moi, il l'a dit à une stagiaire que j'avais pris, qui est en fait une amie aussi, cette stagiaire. Dans une interview, il lui a dit, en fait, ce que j'aime bien avec Lisa, c'est que on n'a pas l'impression d'être handicapé. Parce que je ne vois pas le handicap. Enfin, je sais pas comment dire, Ouais. je vois qu'il faut mettre en place des adaptations, mais j'ai pas de barrière ni de frein par rapport à ça. Bravo. Et je pense qu'on peut changer la mentalité de toute la société si dès le plus jeune âge, les parents ou les instituteurs ou on arrive à montrer aux enfants qu'en fait, de toute manière, on est tous différents. De toute manière, on a tous des points forts et des points faibles et ça peut être physique, mental. Enfin, on a tellement de différences dans cette société que il y en a pas qui sont plus hautes que d'autres. Donc, Mhm. si on arrive à faire ça dès le plus jeune âge, si on arrive à créer de la mixité dans les activités sportives, je pense qu'en créant cette mixité avec le handicap, surtout enfin, le biais du sport est très intéressant. Et chez les plus jeunes, je veux pas utiliser le mot confronter parce que c'est pas un affront, Mhm. mais si on confronte les jeunes tout de suite dès le plus jeune âge à plein de pratiques, à plein je sais pas, de loisirs qu'ils peuvent faire Ouais. avec tout type de personnes, en fait, ça va rentrer dans une normalité. Ce sera gagné pour l'adulte parce que finalement, je pense que les enfants s'adaptent à tout, mais Oui. c'est les adultes qui mettent beaucoup de freins et Mhm. qui mettent beaucoup de gêne dans tout ça. Mhm. Et pour moi, le sport, c'est un super support pour faire ça. Eh ben écoute, merci Donc, d'avoir si on peut aller terminé. les deux, c'est Ouais. bien. Merci d'avoir terminé sur ces mots-là. C'était top. Et donc, c'était ton crash test. Moi, je dis réussi. Et par contre, on prend l'engagement. On prend l'engagement. Si tu es sur le podium, Ah ouais. quelle que soit la marche, obligation, Quelle on que refait soit un la petit. marche et quel que soit le podium alors. Quel que soit le podium, si tu es sur un podium, on refait un petit épisode comme ça, hop, pour faire cool, sympa et tout ça. Et de ce fait-là, on rentrera un peu plus dans le handisport, tout ça. Tu nous donneras, on fera un petit épisode plus court, mais voilà, quel que soit le podium. Et si c'est la médaille d'or au JO, t'as pas le choix que une fois que t'as mis ta médaille et de citer tout un sport devant les journalistes en disant je l'avais dit, hein, j'avais dit que je chanterais là. Voilà, tu vois, en plus ça sera enregistré, Ok. tu pourras leur passer le message, de dire, regardez, écoutez, voilà. Et tu pourras dire je l'avais dit avant. Vous voyez, je l'avais dit avant, les jeunes n'y D'accord. croyaient pas. Ouais. Ok.
En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment top. Avec grand plaisir. En plus, tu vois, il n'y a même pas eu de bruit d'oiseaux. C'est dommage, même, hein, ils auraient pu venir. Ils sont pas venus Si, plus. moi je les entends, les petits. Moi, je les ai pas dans le casque. Alors, je sais pas si on les entendra. On verra au montage. Mais en tout cas, c'était un super moment. Merci beaucoup. J'ai adoré cette transmission d'énergie que tu as. Comme quoi, tu vois, les vieux, entre guillemets, dans le sport, ils ont encore beaucoup à apprendre aux jeunes sur l'énergie à transmettre. Bah merci beaucoup Flo, et puis c'était au plaisir de se reparler. Et merci pour tout. Au plaisir. C'était hyper agréable aussi pour moi comme moment. J'étais bien détendue au bord de la piscine et je cool. pensais pas que ça serait aussi fluide. Donc c'est top. Le crash test c'était bien. C'était bien. C'était super. Ok, merci. Et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.